C'est toutes ces phases de développement jusqu'au lancement qui peuvent être critiques et sensibles et potentiellement porteuses d'attaques cyber. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Aujourd'hui, nous sommes à Station F et il vient de se clôturer la dernière édition du SciSat, l'événement majeur dédié à la cybersécurité spatiale. Alors c'est un domaine et c'est un segment un peu particulier dans l'industrie spatiale et pour en parler, j'ai aujourd'hui finalement la référence, le grand organisateur de cet événement, Mathieu Bailly. Mathieu, encore merci d'être avec nous dans le podcast aujourd'hui. Bonjour Nouma, merci à toi de me recevoir, c'est un plaisir. Écoute, plaisir partagé et encore une fois, merci d'avoir pris ton temps après ces 2 jours qui ont été très intenses. C'est pour ça que j'ai été un peu tiré. Écoute, on les voit, les caméras sont bonnes, on ne le verra pas, promis. Et donc merci encore de ta disponibilité pour échanger sur un sujet qui est quand même très sérieux et qui impacte un secteur qui se pensait peut-être un peu à l'abri de ces sujets-là et on va en parler bien évidemment. Mais avant toute chose, tu sais que ce podcast a une petite tradition. L'idée, c'est de savoir un peu d'où vient l'invité, quel a été son parcours et notamment qu'est-ce qui t'a amené à créer cette société spécialisée dans la cybersécurité spatiale. Donc, Mathieu, quel est ton parcours ? Alors, j'ai une formation d'ingénieur classique, sciences des matériaux. Ensuite, j'ai fait quasiment toute ma carrière professionnelle dans l'industrie spatiale. D'abord côté technique, et ensuite j'ai assez rapidement dérivé du côté obscur de la force, côté business. Donc je suis très familier avec les missions, les aspects plus techniques des satellites, de l'industrie, du spatial en général. Et en 2018, ça a été vraiment un tournant dans ma carrière, je me suis intéressé à la cybersécurité. Et c'est un sujet qui m'a passionné, voilà, c'était vraiment le mot où j'ai commencé à lire et je ne pouvais plus m'arrêter. Et je me demandais pourquoi personne n'en parlait. Donc c'était l'époque où on voyait des courbes de prévision de lancement de petits satellites, on parlait de New Space, mais pas de cybersécurité, alors que sur d'autres domaines, d'autres industries, c'était un sujet brûlant, on voyait de la cyber dans l'actualité, mais pas dans le spatial. Donc je me suis dit, c'est pas possible avec ce qui se passe là, la révolution du spatial, ça va devenir un sujet brûlant. Et 5 ans après, me voilà, donc j'ai 2 casquettes, je travaille pour une entreprise qui s'appelle SciSec, qui est une entreprise privée, qui a 5 ans, et je suis aussi directeur de l'événement SciSat. Donc les 2 noms se ressemblent, des fois ça porte un petit peu à confusion, mais c'est aussi fait exprès. Donc voilà, aujourd'hui c'était la fin de SciSat qui dure 2 jours, qui est un événement qui se tient à Paris. Voilà. À la Station F. La Station F. Un très bel endroit et qui est notamment connu aussi pour d'autres événements spatiaux. Oui, donc c'est vrai. tu es totalement intégré dans l'écosystème. Justement, tu parles de cybersécurité spatiale. La première question, alors un peu provocatrice, tu me pardonneras, que j'ai envie de te poser, c'est quel est le problème de cybersécurité dans l'espace ? Parce que les objets sont par définition loin de nous, et ce n'est pas forcément des objets connectés comme un ordinateur, des tablettes, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a cette problématique spatiale finalement de cybersécurité ? Alors en fait, c'est pas très compliqué, ça vient juste du fait de la valeur que fournissent les infrastructures spatiales. Donc la valeur des actifs physiques, donc des satellites qu'on peut envoyer dans l'espace, qui valent beaucoup d'argent parce que c'est très compliqué, ça prend du temps à développer, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, les missions institutionnelles en scientifique qui valent des centaines de millions d'euros, des missions commerciales aussi, donc il y a beaucoup de valeur de l'actif physique. Il y a aussi des actifs numériques, digitaux, c'est les données qui sont collectées et transmises par ces satellites, qui peuvent être interceptées, copiées, comme toutes les données digitales, que ce soit médicales, financières, etc., qui ont une valeur sur le marché. Et cette valeur fait que des attaquants malveillants, des hackers s'intéressent à ce qui a de la valeur, ça attire les criminels. Donc voilà, c'est l'intérêt, la raison de base pour laquelle l'industrie spatiale doit se protéger, doit mieux se protéger. Ça a commencé quand à peu près ce phénomène de faille de cybersécurité ou de problème de sécurité lié au spatial ? Est-ce que c'est quelque chose qui était finalement dès le départ ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus lié à la démocratisation du secteur avec le New Space, le Next Space, etc. Alors c'est un process qui est assez similaire à d'autres types d'Internet. Donc là, on a ce que j'appelle le Space Internet, l'Internet spatial, où on voit vraiment des communications qui sont très larges entre les satellites, différents objets connectés sur la Terre.
Et c'était la même chose, la même révolution pour l'Internet terrestre qu'on connaît aujourd'hui avec les ordinateurs, les PC qui sont connectés entre eux, mais aussi l'Internet sans fil, le wireless, l'Internet cellulaire avec les smartphones, aussi l'Internet des objets. Et à chaque fois, ce qu'on voit, c'est que quand on a une adoption du marché, on a des standards de communication pour pouvoir assurer l'interopérabilité des objets qui doivent communiquer ensemble, et aussi les questions de sécurité. Donc en général, ça commence avec des chercheurs qui s'intéressent à la question, qui regardent le protocole et qui se disent en fait, c'est pas si compliqué de pouvoir détourner ce qui était fait pour un but premier, de pouvoir copier des données, accéder à des objets ou à des données qui ne sont pas supposées être accessibles. Et ensuite, on dessine des standards de cybersécurité et tout l'enjeu, c'est de pouvoir les appliquer pour pouvoir mieux se protéger. Donc voilà, c'est un processus qui est assez classique. Il y a des attaques, il y a des standards, il y a des chercheurs qui travaillent, qui montrent les failles, qui montrent que c'est possible. C'est ce qu'on a fait l'année dernière à SciSat. Une équipe de Thales a réussi à hacker un satellite de l'ESA pour montrer que techniquement, c'est possible. Donc si Thales y arrive, des hackers peuvent y arriver. Il y a eu plein d'incidents, alors plus ou moins majeurs, mais le plus connu, c'est l'incident qui a concerné Viasat, donc l'entreprise américaine, qui s'est fait hacker par les Russes, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a à peu près une base de données qui regroupe des centaines d'incidents cyber sur des missions spatiales qui existent. Donc voilà, ça existe et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas la maturité qu'on devrait dans l'industrie spatiale, et d'où l'objectif d'un événement comme ça, d'éduquer le marché pour leur dire, voilà, les risques sont là, et si, en tant qu'industrie, on veut continuer à croître, on doit gagner en maturité sur le sujet de la cyber. Justement, la transition est toute trouvée, tu parles de cette édition 2024, à chaud, là, au sortir vraiment de ta dernière intervention, il n'y a même pas une heure, quel premier bilan, en tout cas, qu'est-ce que tu as pu voir au niveau des débats, de nouveau peut-être, ou quelque chose de rassurant, ou au contraire, qui t'a plutôt alerté? Alors, on a commencé SciSat en 2021 déjà parce qu'il n'y avait rien en Europe. Donc ça, c'était vraiment la raison pour laquelle on a monté cet événement. Il y avait des conférences aux États-Unis, il y avait beaucoup de choses aux États-Unis, mais rien en Europe. Donc on s'est dit, il manque quelque chose, on a besoin de construire un écosystème européen, donc c'est pour ça qu'on a créé la conférence en 2021. Et la toute première, c'était vraiment une découverte. Donc l'idée, c'était de comprendre quels étaient les risques. La surface d'attaque d'un système spatial est immense. Je veux dire, il faut un centre de contrôle, il y a un satellite, il y a des terminaux, il y a des services cloud, vraiment, la surface est très grande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de failles potentielles, donc c'est compliqué à sécuriser. Donc on doit comprendre quels sont les risques, quelles sont les vulnérabilités pour mieux se protéger. Aujourd'hui, on a dépassé ce stade-là. Donc, on comprend bien les risques. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Donc, on a des présentations qui sont de plus en plus sur les solutions, les contre-mesures qu'on peut mettre en place pour protéger le segment sol, mais aussi le segment spatial, avec de la protection, mais aussi des méthodes de détection, de réponse, tout le panel à disposition d'un professionnel de la sécurité. Et on doit créer dans l'écosystème spatial quasiment à partir d'une feuille blanche. Donc, il y a de la sécurité pour les missions militaires depuis le début, mais pour les missions commerciales, pour un opérateur, c'est compliqué d'acheter des produits de sécurité qui répondent à son besoin. Donc ça, c'est le but de l'événement. Et on voit, au fur et à mesure des éditions, qu'on gagne en maturité. Il y a plus d'acteurs déjà, le nombre de participants augmente, le nombre d'entreprises qui sont intéressées à l'événement augmente. On voit l'intérêt grandissant pour le sujet de la cyber, et on voit aussi les interventions qui sont de plus en plus pointues et de plus en plus spécifiques. Si on fait une pointe un petit peu plus généraliste sur l'actualité, est-ce que le contexte international joue aussi? Est-ce que tu as relevé au sein de, par la vision qu'a ton entreprise de ce segment-là, est-ce qu'il y a une augmentation des risques liés notamment au contexte international, ou est-ce que c'est une augmentation entre guillemets cyclique du fait, comme tu disais, de la démocratisation et puis de la hausse de la valeur des actifs? Ouais. De mon point de vue, on a réalisé vraiment un saut quasiment quantique, je dirais, avec l'attaque sur Viasat. Donc c'est une attaque qui a pris une ampleur folle, vraiment même dans les médias mainstream. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cette attaque des Russes sur cet opérateur de satellite commercial américain qui est Viasat. On a dit que le satellite avait été attaqué, ce qui n'est pas vrai. En fait, les Russes sont passés par le segment sol. Ils ont réussi à monter un firmware update sur tous les terminaux pour les désactiver, en particulier ceux qui étaient utilisés par l'armée ukrainienne.
Donc ça montrait aussi que la frontière entre les acteurs commerciaux, comme Viasat, les acteurs étatiques de défense, comme l'Ukraine ou la Russie, et la frontière est beaucoup plus poreuse que ce qu'on pensait, en particulier les acteurs commerciaux qui se pensaient un petit peu à l'abri, en se disant « Ok, ça c'est mon marché commercial, civil, où je pousse, je développe des produits qui ne sont pas forcément durcis ou qui ne sont pas sécurisés parce que ça n'adresse pas le marché défense militaire ». Et ça, c'est complètement fini. C'est un modèle de menace qui a été absolument explosé par l'attaque de Viasat sur les Russes. Et du coup, c'est un wake-up call pour toute l'industrie de se dire, d'accord, donc je peux être un acteur civil, commercial, mais quand même être la cible d'acteurs étatiques. Et ça change tout. Parce que si vous savez que vous pouvez être une cible potentielle de hackers russes, le modèle de menace, c'est ce que derrière vous devez mettre en place pour vous protéger, n'a rien à voir que si vous voulez vous protéger contre un étudiant qui s'ennuie le week-end et qui veut impressionner sa copine. Voilà, je schématise, mais en gros, c'est là qu'on a vraiment vu une énorme différence. Si on parle justement des risques, tu évoquais tout à l'heure le segment sol, de manière un peu générique, quels sont les grands vecteurs de risque dans l'architecture spatiale? Est-ce que c'est les segments sol qui doivent avoir une sécurité particulière? Est-ce qu'il y a d'autres points d'accès pour lesquels justement les acteurs du spatial doivent avoir une attention particulière? Oui, c'est une bonne question, parce que dans le spatial, on pense aux satellites. Donc on pense aux satellites dans l'espace, qui est en fait le type de l'iceberg. Je ne sais plus comment dire en français. Pointe de l'iceberg. Exactement, voilà. Donc, et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les attaques, tout se passe au sol. Donc il y a deux scénarios, soit le satellite il est en orbite, il est opérationnel, donc pour pouvoir l'attaquer, il faut que je passe par le segment sol, donc il faut déjà que je m'attaque au mission control, pour pouvoir prendre le contrôle, ou alors si je veux écouter, c'est pareil, c'est avec des antennes au sol, donc ça se passe au sol. Et avant qu'il soit mis en orbite, les attaques elles sont pendant toutes les phases de développement du satellite, donc depuis le premier jour de la page blanche où j'ai une équipe d'ingénieurs qui commence à définir la mission et puis à réfléchir à l'architecture du satellite. Ça, c'est des informations confidentielles qui sont critiques. Si elles sont publiées ou interceptées par des acteurs malveillants, ça peut porter préjudice à la mission. Pareil pour les phases d'assemblage, de test, de développement, de transport. Il y a des opérateurs qui envoient leurs satellites à l'autre bout du monde et qui ne les voient pas pendant 9 mois parce qu'il y a des délais sur le lancement et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Il peut se balader sur un conteneur. Voilà. On ne sait pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il soit lancé. On a entendu plein d'histoires sur certains sites de lancement qui sont pas... Oui, exactement. Donc voilà, c'est toutes ces phases de développement jusqu'au lancement qui peuvent être critiques et sensibles et potentiellement porteuses d'attaques cyber. Et donc en fait, le souci de la cybersécurité, c'est un souci vraiment holistique, c'est-à-dire que ça touche tout le programme, comme tu disais, de la page blanche jusqu'à l'exploitation du système. Oui, et c'est ça qui rend la chose plus complexe, parce qu'on a une infrastructure physique qui est déjà large, comme je disais tout à l'heure, donc voilà, avec le satellite lui-même, la constellation potentiellement, le segment sol, les objets connectés s'il y en a, etc., etc. En plus, toutes les phases de développement du satellite qui rajoutent une complexité dans l'espace et aussi dans le temps pour pouvoir se protéger. Donc c'est ce qui rend le job difficile. Et intéressant. Et intéressant, ouais. En ce moment, depuis maintenant quelques années, il y a plein de startups du New Space qui sont partout. Quels conseils tu pourrais donner justement à ces jeunes entreprises qui ont beaucoup de choses à gérer en plus de la cybersécurité? Quels conseils tu pourrais leur donner justement d'attention, de première attention, quand justement elles souhaitent développer leur système et leurs services? Alors nous, à SciSec, on a eu la chance de pouvoir travailler avec des entreprises, des acteurs du New Space quasiment depuis le début, donc on a une assez fine compréhension de leurs besoins et aussi de leurs limitations ou de leurs faiblesses. Et en général, ce qu'on voit, en tout cas ce qu'on voyait il y a quelques années, c'était que dans l'équipe typique d'un acteur du New Space, il n'y a pas de professionnel de sécurité. Donc souvent, on doit discuter avec des gens qui sont system engineer, ou qui sont flight software engineer, ou peut-être la personne responsable de la qualité. Il n'y a pas de professionnel de la sécurité. Et ça, c'est très compliqué, parce que ça veut dire qu'en face, on a du mal à faire comprendre les risques. On doit vraiment faire un travail d'éducation. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Donc on voit de plus en plus d'entreprises du New Space qui engagent des professionnels de la cyber. Ça, c'est super. Qui doivent quand même se faire accompagner, mais au moins
le conseil numéro 1, c'est si vous avez quelqu'un dans l'équipe qui peut porter le sujet, qui a des compétences, qui a une expérience, ça facilite grandement la tâche. C'est un investissement, il faut engager quelqu'un. Après, on le voit maintenant, c'est que de plus en plus de clients ont des cahiers des charges qui incluent des spécifications sur la cybersécurité, donc il n'y a plus le choix. Si vous voulez avoir le contrat, il faut remplir un certain cahier des charges, donc il faut un professionnel qui regarde, il faut être conforme. Donc le problème est réglé. Ensuite, l'autre conseil, c'est l'approche qu'on conseille toujours, c'est Security by Design. Donc, comme je disais tout à l'heure, depuis la page blanche, avant le lancement, on a déjà travaillé avec des clients qui ont déjà toute une constellation opérationnelle. C'est beaucoup plus compliqué à sécuriser. Une fois que c'est là-haut, c'est plus compliqué. Donc, ils ont la chance d'être encore en phase de développement. Et là, il y a beaucoup de liberté pour faire des choses, de les inclure dans le design, qui sont même pas forcément implémentés à T0, mais en tout cas qui donnent une certaine flexibilité de pouvoir se dire si le modèle de menace change ou s'il y a quelque chose qui change, de pouvoir au moins avoir une certaine marge de manœuvre par rapport à la situation qui évolue quand même rapidement. Donc savoir bien s'entourer et puis avoir ce réflexe de la cybersécurité dès le départ pour orienter ses projets. Savoir s'entourer, après c'est toujours une question d'équipe, donc voilà, c'est une question humaine, sensibiliser les collaborateurs et puis aussi travailler avec des professionnels. Bon, Mathieu, il me reste à te remercier pour ces quelques instants, malgré ces 2 journées extrêmement chargées. On se revoit de toute façon pour l'année prochaine, pour la prochaine édition. Grand plaisir. Du CISA, qui aura lieu, je présume, ici aussi. Alors, j'imagine que oui. On te donne rendez-vous. Eh bien, rendez-vous est pris. Merci encore, félicitations pour ce bel événement. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Nouma. À bientôt.